Bonjour tout le monde. On va débuter. Donc, merci beaucoup de cette participation au 5e Web Éthique organisé par le site de Poitiers de l'ERENA. Aujourd'hui, nous avons un quatuor, 4 intervenantes qui nous proposent donc une réflexion sur une thématique: comment les personnes handicapées vieillissantes questionnent les institutions et la société. Donc, autour de la table, je vais présenter chaque intervenante. Nous avons donc le docteur Céline Baudemont, qui est médecin gériatre et présidente du comité d'éthique du centre hospitalier d'Angoulême. Anaïs Guilbault est également à côté d'elle. Bonjour Anaïs, qui est donc psychologue et membre du bureau du comité d'éthique du centre hospitalier d'Angoulême. Edwige Barbier est également intervenante avec elle. Elle est présidente du CESCOR, qui est donc le comité d'éthique des établissements de santé de Confolens, Oregon, Ruffec et La Rochefoucauld. Et puis Florence Cassereau, qui est également avec nous, présidente du comité d'éthique du centre hospitalier Camille Claudel et également administrateur du GCSMS Santé mentale et handicap de la Charente. Donc, pour ce 5e Web Éthique, nous avions 85 personnes qui s'étaient inscrites. Donc, l'organisation, que je vous rappelle les modalités de fonctionnement, étant donné le nombre de participants, les micros ne sont pas ouverts. Pendant l'intervention, vous pouvez poser des questions ou réagir, formuler des observations via le chat, qui est donc la petite conversation, c'est le logo avec la petite bulle. Et à l'issue donc de l'intervention, on se donnera quelques minutes. Je synthétiserai les remarques, je les reformulerai, et puis donc les 4 intervenantes pourront réagir et y répondre. Et le professeur Roger Gilles, qui est le directeur du site de Poitiers de l'ERENA, est également avec nous. Et il proposera une conclusion, une réflexion conclusive à la suite donc de ces échanges sur les personnes handicapées et vieillissantes aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Merci beaucoup. Donc, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'introduire ce webinaire. Donc, je suis Céline Baudemont, parce que vous nous voyez toutes les 4. On représente donc 3 comités éthiques du département et on a souhaité traiter de ce sujet qui nous tient à cœur et qui est assez transversal entre toutes nos spécialités. Et c'est vrai qu'on a préparé le sujet, tout de suite, les 2 questions qui nous sont venues en tête, c'est en quoi les personnes handicapées vieillissantes questionnent nos institutions et les sociétés. Donc, pour introduire inévitablement le thème du vieillissement des personnes handicapées, c'est une question de société qui préoccupe de plus en plus nos pouvoirs publics. Pourtant, c'est des problématiques liées au vieillissement qui sont connues et sur lesquelles on alerte depuis de nombreuses années, aussi bien côté famille que côté professionnel. Car comme tout à chacun dans la population, les personnes handicapées n'échappent évidemment pas au vieillissement. Et aujourd'hui, en lien avec les progrès médicaux, mais aussi les différentes formes d'accompagnement spécialisées de prévention, l'espérance de vie s'est nettement accrue. Donc cette longévité grandissante nous met face à quelques difficultés, déjà sur le plan personnel et somatique, puisque ça entraîne une élévation de la consommation médicale, un besoin plus important de soins paramédicaux et d'aide à la vie quotidienne, mais également d'un point de vue institutionnel, puisqu'aussi bien en ville qu'à l'hôpital, il existe un flou et un manque de dispositifs adaptés à ces profils de population, et notamment entre 60 et 80 ans, où aujourd'hui on n'a pas de structure vraiment spécifique. La première question qu'on s'est posée, c'est la question toute simple, alors je me permets de dire PHVE parfois au lieu de personnes handicapées vieillissantes, c'est l'acronyme qu'on utilise. C'est quoi, quand est-ce qu'on devient PHV et est-ce que c'est réellement une question d'âge? Donc grâce à Edwige, on est allé vers Philippe Gabaye et Gérard Zribi qui ont déjà posé la question, parce que c'est difficile de
de définir le vieillissement. C'est quoi être vieux aujourd'hui dans notre société? Est-ce que c'est 60 ans dans notre société de productivité? Est-ce que c'est 75 ans quand vous êtes en gériatrie? Est-ce que c'est 65 ans comme le dit l'OMS? Et puis quand vous rajoutez la notion de handicap, ben là on est encore dans une autre difficulté parce qu'on sait que le contenu notionnel du handicap, c'est un terme générique qui englobe des difficultés de nature diverses, psychiques, sensorielles, mais également de gravité, de configuration et de causes très diverses. Donc pour définir cette notion, c'était compliqué. Donc on va plutôt faire l'état de plusieurs constats. Premier constat important, c'est que l'espérance de vie s'allonge et se rapproche de celle de l'ensemble de la population, à l'exception des personnes affectées de déficiences neurologiques associées aux pathologies spécifiques. Deuxième grand constat, pour la plus grande majorité des personnes handicapées mentales, il y a des problèmes de santé qui présentent peu de particularités par rapport à ceux de l'ensemble de la population. Autre chose qui a été mise en évidence par plusieurs études, c'est que de mauvaises conditions de vie, une absence de prise en compte des désirs de ces personnes, une orientation inadéquate, des ruptures physiques et humaines, l'absence de projet, des attentes inadaptées peuvent influer de manière négative le vieillissement qui est inéluctable, se traduisant parfois par des dépressions, des problèmes de santé, des déclins des capacités motrices et adaptatives. Ça, c'est des clés extrêmement importantes pour pouvoir justement, encore une fois, questionner de manière qualitative ce que l'on souhaite pour ces personnes. Et puis, autre chose qui nous semblait primordiale à mettre en avant, c'était que contrairement à certaines représentations, la notion de vieillissement précoce ne concerne qu'une faible minorité de la population handicapée mentale. On peut citer la trisomie 21 en pathologie génétique. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte pour éviter de justifier à tort de la coexistence souvent non préparée et non aménagée des résidents âgés de plus de 80 ans avec des personnes handicapées de 50 à 60 ans dans nos EHPAD. Une fois qu'on a resitué ça, on s'est positionné différemment. On s'est dit, bon, maintenant qu'on avance un petit peu sur cette définition, quel mode d'accompagnement offrir à ces personnes? Parce qu'on sait inévitablement que ce sont des profils extrêmement divers. Bien évidemment, en fonction de votre handicap, de votre environnement, des dispositifs qui autour de vous, de la manière dont vous êtes accompagné, de même quand vous êtes une personne qui arrive en EHPAD. Donc, quel projet on peut mettre en place? Et évidemment, quand on parle de projet, on parle de société. Toute réflexion éthique ou toute réflexion s'inscrit toujours dans une société à l'instant T. Alors, lorsqu'on parle de personnes handicapées et vieillissantes, on s'inscrit clairement dans deux représentations plutôt négatives de notre société. La première, celle du vieillissement, avec cette peur de vieillir, qui est patente dans nos sociétés occidentales, sociétés de performance, de productivité. Vieillir cristallise l'appréhension de vieillir, de perdre ses capacités physiques, cognitives, sans compter l'enjeu de la mort qui est assez tabou dans nos sociétés. Et puis, les représentations également du handicap, souvent compassionnelles, comme on peut le voir dans nos médias, dans la culture, dans le cinéma. Mais le handicap, il interroge et bouscule aussi ce qu'on appelle la normalité, qui entraîne un regard parfois non bienveillant, dévalorisant et aussi ce ressenti un petit peu insécuritaire de la part des personnes où la norme sociale pèse lourdement, excluant de fait, de manière complètement spontanée, naturelle, inconsciente, certaines personnes, imposant d'ailleurs ce fameux terme d'inclusion. Ça, c'est une autre réflexion qu'on peut avoir sur la notion d'inclusion, qui est un mot-clé dans nos politiques. Le handicap renvoie la fragilité, la capacité, mais cette dimension d'exclusion, dans le monde du handicap visible, elle se redouble d'un regard souvent suspicieux et dubitatif dès que vous parlez également de handicap invisible. Donc, à la suite de ces constats, on s'est reposé encore une question. Donc, est-ce que notre société, elle est prête à renverser ces images de façon à innover, avancer, repenser le mode d'accompagnement? Mais qui dit mode d'accompagnement dit évidemment cohabitation du vieillissement et du handicap. En tout cas, aujourd'hui, on sent que c'est la politique qui essaye d'être impulsée. Mais comment on fait pour rapprocher ces deux mondes alors qu'aujourd'hui, on a une espèce de barrière symbolique du 60 ans qui n'a jamais été analysée, qui correspond simplement aux normes d'âge qu'on a mis dans nos institutions? Et comment on fait au final se rapprocher ces profils et ce n'est pas si facile comme on pourrait le croire puisque c'est beaucoup plus complexe par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter. Donc comment on assure un accompagnement croisé de ces personnes? Parce qu'aujourd'hui on voit bien que nos organisations de soins, on voit bien que dans notre administration, même dans notre architecture, on n'est pas forcément adapté et tout notre accompagnement se fait aujourd'hui plutôt par défaut. Alors, faut pas généraliser, mais majoritairement. Et puis, la question de nos professionnels. Aujourd'hui, nos professionnels ne sont pas non plus formés à tout ça. Donc, on se retrouve dans le monde du handicap à devoir gérer parfois l'accompagnement de fin de vie qui est complexe et à contrario, dans le monde du vieillissement, à devoir gérer des maladies avec des comportements très différents de celles qu'on rencontre dans les pathologies neurodégénératives, entre guillemets, classiques.
Donc, partant de ces constats, on s'est dit on va partir de 2 cas cliniques. Donc, le premier que je vais vous présenter qui parle d'une personne qui n'a jamais été institutionnalisée, qui arrive en institution. Il y aura le côté juridique traité par Florence dans un premier temps et éthique par Anaïs. Et enfin, Edwige prendra le relais avec le cas d'une personne handicapée de 40 ans qui évolue au sein de son institution où elle a toujours vécu. Donc après cette introduction un petit peu longue, je passe au cas clinique. Donc c'est un cas clinique qui a donné lieu à une saisine au niveau du comité éthique du centre hospitalier d'Angoulême. Donc, premier cas clinique, Monsieur G, il est en EHPAD depuis 2 ans. Il n'a pas de famille connue, il a un parcours de vie assez atypique rapporté par son tuteur. Ce dernier nous évoque un personnage étonnant, avec un parcours de vie relativement précaire et possiblement un discret déficit intellectuel, mais qui n'avait jamais été posé en termes de diagnostic. Il vivait avec ses parents et sa sœur dans des conditions difficiles, avec un environnement plutôt violent. Adulte, il travaille dans une entreprise de maçonnerie et quand son patron décède, il se retourne vers les Restos du Cœur ou alors il trouve une personne ressource de confiance qui est présidente de cette association et qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Il va l'aider à trouver du travail, voilà. Entre chaque mission, c'est un monsieur qui reste célibataire sans enfant. C'est quelqu'un qui voyage, ce patient. Il a beaucoup d'amis. Il a des fréquentations qualifiées par cette personne de confiance comme entre guillemets mauvaises. Donc il faut toujours essayer entre guillemets de le protéger. C'est quelqu'un qui était autonome avec sa voiturette malgré tout par rapport au transport, qui l'ont quand même souvent emmené au tribunal parce qu'il y avait aussi un contexte d'alcoolisme. Il avait une personnalité étiquetée de caractérielle, il était décrit comme impulsif, entêté, mais pour autant très attachant. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'était une personne qui était accompagnée. Et sur les derniers moments avant d'arriver dans notre structure, ça lui arrivait aussi d'être au club du 3e âge ou d'aller au restaurant. C'est pour vous donner un exemple, et on lui offrait facilement le repas. Donc c'était important pour nous de poser cette personnalité. Dans son parcours de vie, il finit par arriver en famille d'accueil où son état médical et général s'altère au point d'être hospitalisé. Et c'est suite à cette hospitalisation qu'il arrive dans notre structure, initialement au GIR 2. En quelques mois, il récupère et alors son mode de vie habituel reprend le dessus. Il va avoir besoin de lien social. Il éprouve le besoin de sortir de l'EHPAD quotidiennement pour aller se promener, rencontrer des connaissances. Il sort des journées complètes, mais n'informe pas systématiquement l'équipe soignante. Et malgré des règles de fonctionnement expliquées à plusieurs reprises, la réalisation d'un contrat avec son tuteur et l'équipe pluridisciplinaire, il ne le respecte pas, ni les horaires de repas, de sortie, ni de soins. Il peut même rentrer alcoolisé. 2 problématiques. La problématique de ses antécédents et notamment du diabète, puisque tout ce qui va être régime et traitement est difficile à mettre en place avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et puis une autre problématique plutôt comportementale, puisqu'il peut être parfois agressif lorsqu'il se sent incompris, même s'il peut être également attachant et dans le contact avec certains soignants. On a toujours considéré au départ qu'il n'y avait pas de troubles cognitifs majeurs, qu'on était plus sur des déficits vasculaires mineurs et que la problématique était plutôt psychiatrique que cognitive. Juste un petit détail important qui pose problème. Dans ce moment de déambulation, il peut aller à des distances très éloignées de l'EHPAD puisqu'avec son déambulateur, il marche longtemps, jusqu'à 20 km. Il peut même lui arriver de faire du stop, d'être retrouvé donc très loin, ramené par des personnes extérieures, mais également par les forces de l'ordre. Et avec tout ce que ça comporte en termes de culpabilité pour les équipes, puisque l'administrateur de garde est très souvent appelé, devant gérer aussi au bout d'un moment la colère de tous ces protagonistes extérieurs, avec un renvoi très difficile pour les équipes. L'autre problématique qui s'inscrit, c'est la problématique du collectif. Dernier point, l'accompagnement de ce monsieur nécessite un temps de soins important au détriment des autres lorsqu'il est là. Et donc, les professionnels de l'EHPAD ont exprimé un besoin de soutien dans l'accompagnement et la prise en soin de ce résident, aussi bien par rapport au diabète, donc toutes ces problématiques somatiques, mais aussi par rapport à ce sentiment de culpabilité renvoyé par les tiers. J'ai exposé le cas, je laisse la parole à Florence. Merci. Bonjour. Donc j'ai la chance de pouvoir participer et d'être invitée au centre hospitalier d'Angoulême, donc dans leur comité d'éthique, et de connaître cette situation où on a évoqué aussi les concepts juridiques avant de commencer la réflexion éthique qu'Anaïs poursuivra. Donc sur les concepts juridiques, d'abord ça m'évoque les concepts de la liberté d'aller et de venir. Est-ce que cette liberté s'oppose à la sécurité et vice-versa? Comment peut-on concilier la liberté et la sécurité? C'est un vrai dilemme juridique. Et la question aussi de la responsabilité juridique, on l'a évoqué tout à l'heure. Quelle est la position du juge? Dans leur quotidien, les institutions se trouvent dans l'obligation de concilier au mieux les 2 contraintes a priori opposées. Moi, je travaille en psychiatrie. En psychiatrie, on appelle ça injonction paradoxale. Je vais reprendre tout d'abord le concept de la liberté en institution. La liberté d'aller et venir ou la liberté de circulation.
La liberté d'aller et de venir est le droit de circuler librement dans l'établissement en tant que lieu de vie et à l'extérieur de l'établissement. Elle fait partie de la vie personnelle qui inclut notamment le droit de choisir son mode de vie et d'avoir une vie sociale. Il s'agit d'une liberté fondamentale. Cette liberté fondamentale est reconnue aussi bien dans les droits internationaux, dans les textes internationaux ou en droit interne. Pour les textes internationaux, on peut par exemple retrouver la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette Convention européenne consacre ce principe de liberté de manière absolue et inconditionnelle. Pour le droit français, cette liberté individuelle est devenue un principe à valeur constitutionnelle. On le retrouve dans l'article 66 de la Constitution. En 2003, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie a été revue avec la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui avait pour objectif de développer les droits des usagers. L'article 8 de cette charte garantit le droit à l'autonomie des personnes et notamment le droit de circuler librement. C'est pour ça qu'on retrouve les notions de liberté d'aller et venir ou le droit de circulation. En 2004, on connaît tous la conférence de consensus de la liberté d'aller et de venir. Ce consensus, en fait, c'était pour les établissements aussi bien sanitaires que médico-sociaux. Et cette conférence a rappelé, en fait, le droit inaliénable et la problématique qui repose sur la réussite de concilier le respect de la liberté, mais aussi d'assurer la sécurité de la personne. Or, ces recommandations, ce ne sont pas des recommandations juridiques, elles n'ont pas de valeur normative ou impérative. Elles permettent en fait d'orienter notre réflexion et notre comportement professionnel pour réfléchir autour de cette conférence. Selon les experts de cette conférence, des restrictions sont possibles, par exemple pour des raisons sécuritaires. Toute restriction n'est envisageable que si son bénéfice l'emporte sur les risques éventuels induits par le maintien des libertés. Alors, une loi importante, puisqu'on parle de vieillissement, c'est la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la loi ASV. C'est une loi du 28 décembre 2015. Rappelle donc que la liberté d'aller et venir est un droit fondamental, donc ça fait partie des droits fondamentaux qui doivent être assurés par les établissements sociaux et médico-sociaux. On retrouve donc dans le Code de la santé publique l'article dans le Code de l'action sociale et des familles, l'article L 311.3, qui mentionne le respect de la dignité de la personne accompagnée, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité, je reviendrai sur la notion de sécurité, et son droit d'aller et venir librement. Donc on retrouve la notion de sécurité et de liberté dans le même article. L'article L 311.4, c'est-à-dire l'article suivant dans ce code, dispose qu'un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la personne accueillie ou son représentant légal. Ça me semble très important ça de le souligner puisque dans le cas qu'on a évoqué, ça complète en fait notre réflexion. Un décret d'application, donc l'un des décrets d'application suite à cette loi ASV, donc a été publié le 15 décembre 2016. Et en fait, il a donné un cadre réglementaire à des mesures individuelles restrictives de liberté avec le consentement du résident. Alors, le consentement, si possible, bien entendu. Des mesures particulières peuvent être prises pour soutenir l'exercice de la liberté d'aller et de venir dans le respect de l'intégrité physique et la sécurité de la personne. La méthode repose sur une procédure collégiale, coordonnée par le médecin, pour évaluer les notions de bénéfices-risques individualisées qu'on retrouve tracées dans un contrat de séjour. Ce contrat est révisable à tout moment. Il doit être évalué régulièrement avec la personne. Les motivations qui renourrissent les restrictions de liberté de mouvement du résident doivent être précises dans ce contrat. Elles ne sont prévues que dans l'intérêt de la personne accueillie. Elles doivent être strictement nécessaires et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. On parlait aussi de la collectivité. Sur les mesures collectives, donc c'est possible d'avoir un règlement évidemment de fonctionnement, mais qu'on doit réévaluer régulièrement aussi avec l'équipe pluridisciplinaire. Et je dirais même, si possible, avec les personnes accueillies. Donc là, j'ai fait le premier concept sur la liberté d'aller et venir, et le deuxième concept, c'est celui de la sécurité. Et je vais entraîner ça sur la notion de responsabilité juridique. Les textes juridiques donc, imposent d'assurer la sécurité des personnes âgées hébergées en institution, tout en leur garantissant le respect de la liberté d'aller et venir. On peut retrouver ça sur le handicap, en fait, au sens large. Donc, c'est dans le même article, c'est ce que je citais tout à l'heure, ces notions de sécurité et de liberté en même temps.
Néanmoins, une vigilance, la notion de sécurité ne doit pas être mise en avant par principe de précaution. Des fois, voilà, on la met en avant par principe de précaution. Elle ne doit pas être mise en avant par ce principe-là. Cette notion de sécurité donc me questionne sur la notion de responsabilité juridique. Quelle est la position exacte de la justice ? Le législateur, de plus en plus, est extrêmement attentif aux atteintes au droit d'aller et venir. Les établissements sont tenus de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des résidents, mais leur responsabilité ne peut être mise en jeu qu'en cas de défaut de surveillance d'un résident. Les établissements se voient imposer par le juge une obligation donc de surveillance, mais cette obligation de surveillance doit être particulière, liée au nécessaire maintien de la sécurité des résidents, sans disposer d'outils juridiques nécessitant le recours à la contrainte, exemple la contention. Bon, travaillant en psychiatrie, vous savez, on a le contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais qui ne va pas dans les institutions autres que les hôpitaux, d'autres institutions qui privent de liberté, mais en tout cas pas dans les EHPAD. Les hautes juridictions, comme la Cour de cassation et le Conseil d'État, donc se sont prononcées sur la responsabilité civile et pénale sur l'obligation de surveillance des résultats. Ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que les établissements ont pour obligation de surveillance à l'égard de leurs résidents, mais cette responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute. La preuve de la faute repose sur le demandeur de l'action en responsabilité. La responsabilité de l'établissement ne peut être engagée que si le juge estime a posteriori que le niveau de surveillance mis en place n'est pas adapté à l'état du résident. Donc il y a vraiment une réflexion collégiale à avoir autour de cette notion de surveillance. Le niveau de surveillance doit être adapté à la personne et choisi avec la personne. De plus en plus, voilà, on va travailler avec la personne sur ce qu'il souhaite. Le juge reste sensible aux préoccupations de l'autonomie. La prise en compte des fragilités spécifiques doit pouvoir guider le choix de l'équipe quant au degré de surveillance. Il n'est pas reproché à un établissement de ne pas avoir anticipé un événement dommageable que le personnel n'était pas en mesure de prévoir. Dans notre situation, on avait évoqué la problématique qu'il se faille renverser par une voiture. Là, en l'occurrence, voilà, on ne peut pas reprocher à un établissement de ne pas avoir anticipé un événement dommageable que le personnel n'était pas en mesure de prévoir. Je répète, exemple, se faire renverser par une voiture, ça ne semble pas prévisible. Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, le responsable d'établissement doit être en capacité de démontrer qu'il a déployé ses meilleurs efforts afin de prévenir un potentiel dommageable pour les résidents. Donc, il y a des solutions matérielles qui peuvent être trouvées pour les chutes ou les fugues. Ça, on le connaît bien dans certains établissements. Des arrêts ont confirmé un principe consolidé en droit des établissements médico-sociaux, l'obligation de sécurité à la charge de ces derniers, qui est une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. En cas de contentieux, la charge de la preuve du non-respect de l'obligation de moyens repose donc sur la partie qui décide d'engager la responsabilité du directeur d'établissement. En ce qui concerne les dommages subis par le résident, exemple de la chute ou des dommages consécutifs à une fugue, la charge de la preuve de la faute de la surveillance de l'établissement incombe à la victime ou à ses ayants droit. En conclusion, il me semble important de rappeler que le juge reste très vigilant aux droits des résidents, aux usagers, aux personnes accueillies quant au respect de la liberté. Il semble donc qu'il faille travailler sur l'acceptation de la prise de risque inhérente à la vulnérabilité des personnes. Cette prise de risque implique la survenue d'incidents dont on doit considérer qu'ils ne pouvaient être évités. Voilà. Donc, je vais transmettre maintenant la parole à Anaïs Guilbault, voilà, qui va mener la réflexion éthique sur ce cas. Oui, je vais reprendre probablement quelques éléments qui ont été déjà donnés par mes collègues. Comme vous vous en doutez, cette situation nous a énormément questionnés et nous questionne encore aujourd'hui. Elle a impliqué de nombreux échanges avec tous les acteurs. On a pu la soumettre à d'autres espaces de réflexion pour tenter de nous rassurer, vérifier que nous n'avions pas, entre guillemets, raté des solutions potentielles. Et je vais vous spoiler la fin du film tout de suite. Non, il n'y a pas de solution miracle, ce qui génère forcément un inconfort éthique. Après, est-ce que c'est pas ça l'éthique aussi parfois? Assumer cet inconfort et accompagner les agents en ce sens. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit au début de notre réflexion. Pour revenir au sujet, nous avons traité cette saisine sous différents angles, différentes tensions, et je vais essayer de vous en rendre compte, en tout cas de vous rendre compte de ce cheminement, même si on a déjà un peu commencé à le faire avec Céline et Florence.
La première chose qui nous a questionné, c'était la notion, bien sûr, de liberté versus protection, responsabilité, compte tenu de la vulnérabilité de ce patient. Malgré tout, des évaluations avaient été faites régulièrement par les médecins, qui prennent d'ailleurs toujours contact avec différents spécialistes, et aucun n'avait jusque-là été favorable à une entrée en unité protégée, considérant que ce n'était pas un lieu adapté pour lui. Partant de ce constat, la philosophie d'accompagnement de tout résident en EHPAD consiste à promouvoir un projet individualisé en fonction de la personne et de ses troubles qui favorise au maximum son autonomie. La question de la responsabilité a été traitée par Florence sur le plan juridique. Sachant qu'il ne changerait pas, du coup, on s'est dit, ne fallait-il pas mieux accepter sa différence et accepter le risque qu'il se mette en danger, malgré le fait que, d'un point de vue humain, vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête restait difficile à supporter psychiquement pour tout le monde. Il y a eu une forme de renversement de la notion de bientraitance par rapport à ce monsieur, c'est-à-dire que c'est toujours d'ailleurs un monsieur qui est hyper sociable, et ce besoin de reliance confine à une question de survie pour lui, un besoin vital, c'est-à-dire qu'on l'a vu même dans ses précédentes expériences, quand il a été extrait en fait de son lieu de vie pour aller en famille d'accueil, c'est le moment où il a complètement régressé. Du coup, c'est vraiment un besoin vital pour lui d'aller vers les autres et de sortir de l'établissement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est questionné sur la notion de protection, de bientraitance à son égard. Qu'est-ce que c'était que la bientraitance? Est-ce que c'était l'enfermer en unité protégée, entre guillemets, pour son bien, ou pour apaiser les angoisses de tout le monde, y compris de la société, ou est-ce que c'était le laisser vivre comme il avait toujours vécu? En parallèle, se posait la question de l'équité par rapport aux autres résidents. L'EHPAD est une collectivité avec de nombreuses règles dont ce monsieur faisait fi de par son rythme de vie différent. Et par ce biais, il interrogeait tout de même l'adaptabilité et la flexibilité de nos institutions à des personnes qui fonctionnent complètement différemment. Alors après, il est vrai qu'il n'était pas là toute la journée, mais à la fois, il demandait du temps à un moment donné où les autres résidents en avaient aussi besoin, les repas, le coucher, et au regard des effectifs, bien c'est vrai que d'aller chercher quelqu'un, se demander où est-ce qu'il n'est pas tombé dans un fossé quand il voulait ramasser des champignons ou autre, ça demandait quand même de l'investissement de la part des équipes. Toutes ces discussions nous ont mené à débattre autour de la vocation des EHPAD. Les EHPAD sont-ils des lieux de vie ou des lieux de soins? On en a beaucoup parlé. Les maisons de retraite d'autrefois ont été médicalisées, mais avec toujours pour philosophie de faire de ces établissements des lieux de vie dans lesquels le soin et la prise en charge médicale s'effacent autant que possible, derrière l'accompagnement de la personne dans un projet consenti et partagé. Ça implique une certaine adaptation de l'institution au projet personnalisé du résident. En contrepartie, il y a également des contraintes réglementaires qui sont liées à la vie en collectivité. Et je terminerai sur cette question qui finalement, c'est un peu là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se questionne sur les limites de ce type d'accompagnement en institution et notamment en EHPAD dit classique. La première limite qu'on a identifiée, c'est mais qu'en fait, si la prise de risque et le refus de soins pouvaient être considérés comme des libertés individuelles dès lors qu'elles étaient, entre guillemets, éclairées, accompagnées, des libertés que le résident avait à assumer individuellement, ce qui nous apparaissait tout de même gênant, c'était la mise en danger des autres. C'est-à-dire qu'il amène quand même beaucoup d'objets dangereux dans sa chambre, avec notamment une vieille friteuse qu'il a récupérée on ne sait où et qui peut provoquer potentiellement des incendies, en tout cas qui insécurise les autres résidents. Et donc ça, pour nous, la question de la mise en danger des autres, ça nous semblait une première limite. La deuxième limite qu'on a identifiée, c'est ce que j'ai appelé l'après. C'est-à-dire que cette position éthiquement inconfortable, elle a été tenue pendant plus d'un an et demi. Mais les appels incessants de l'extérieur, les forces de l'ordre, les pompiers, les mairies, les citoyens, les réseaux sociaux, finalement, ça s'apparente à une forme de harcèlement de la société envers l'institution, et institution qui est portée par des hommes et surtout des femmes qui sont aujourd'hui épuisés, en colère, au bord de la rupture.
Le résident fait peur à ses voisines de chambre, il devient agressif à la moindre frustration. Donc on s'est arrêté sur cette question, mais que doit-on faire désormais pour essayer de faire au mieux ? En fait, aujourd'hui, la société demande aux institutions de gérer des profils qu'elle a accompagnés pendant un temps et puis arrivé au bout, elle leur dit voilà, moi j'y arrive plus, donc à vous maintenant de prendre le relais, mais sans se questionner sur les moyens nécessaires pour cela et sur ce que les dites institutions peuvent supporter. Je passe le relais à ma collègue Edwige qui va vous présenter une situation un peu comparable. Un peu. Bonjour. Alors, moi, je vais vous présenter un autre aspect du vieillissement des personnes en situation de handicap à travers une vignette clinique et les tensions éthiques qui ont été ressenties par les équipes du secteur médico-social. Donc, Maud est une jeune fille âgée de 40 ans qui présente en fait une psychose infantile associée à une déficience mentale modérée et développe depuis 2 ans une pathologie spécifique du vieillissement. Suite à des carences familiales, dès l'âge de ses 10 ans, elle a été placée dans différentes familles d'accueil, changements liés à des problèmes d'agressivité récurrente. Elle a eu une scolarité typique, IME, IMPRO, entrecoupée de plusieurs hospitalisations en psychiatrie pour troubles du comportement, agressivité. Seule, à l'âge de 34 ans, son comportement se stabilise et permet d'envisager enfin un accueil définitif dans un EAM, c'est les anciens foyers d'accueil médicalisés. Alors, au cours de son séjour, on peut distinguer deux périodes, 2018-2022 et de 2022 à nos jours. À son arrivée dans l'établissement, Maud est autonome pour s'alimenter, se mouvoir librement à l'intérieur et à l'extérieur du parc de la structure. À l'aide d'une petite guidance verbale, elle se lave seule. Elle est en capacité d'exprimer ses préférences vestimentaires et se montre soucieuse de son apparence et participe à de nombreuses activités, chant, piscine, chien visiteur. Son comportement est parfaitement adapté à une vie en collectivité. À partir de 2022, à l'âge de 38 ans, elle développe des signes de perte de ses acquisitions, évocateurs d'un vieillissement dit précoce et plus particulièrement une maladie neuroévolutive appelée démence à corps de Lévy. En effet, des changements significatifs apparaissent, marche saccadée associée à un syndrome parkinsonien et hallucinations visuelles. Désormais, elle se replie sur elle-même, vit dans un autre monde comme robotisée, diront les professionnels, en raison de son regard hagard. Elle paraît désormais inaccessible à l'altérité. Son comportement devient très fluctuant. Elle supporte de moins en moins les stimulations sonores. Elle requiert dorénavant un environnement calme, environnement que l'établissement ne peut pas systématiquement garantir, compte tenu de la population accueillie. Troubles autistiques sévères, polyhandicap avec troubles du comportement. Désormais, plus rien ne permet de capter son attention. Elle erre, marche sans but, sans cesse, au sein de l'établissement. Par moments, le bain devient source de tension, de comportement de refus. Elle se souille facilement, hypersalivation, bavage important, incontinence fécale. Elle peut devenir violente. Elle a tenté d'étrangler des professionnels et requiert assez fréquemment la présence de 4 professionnels pour assurer une dignité suffisante au niveau de son hygiène corporelle et intime. La mobilisation en nombre de ces professionnels, déjà en tension sur le terrain, vient questionner la dimension de l'équité de l'accompagnement des autres résidents au sein de la structure. Donc, quelles sont les tensions éthiques effectivement suscitées par cette situation ? En sus d'une méconnaissance des pathologies spécifiques du vieillissement et d'un sentiment d'incompétence, voire d'impuissance, renforcé par un clivage sociétal entre le monde du handicap et celui de la gérontologie, le premier dilemme éthique qui s'est imposé aux équipes fut celui de l'autonomie, notamment la liberté d'aller et venir versus bienveillance, protection de la personne. Pour information, Maud résidait au premier étage, accessible par un large escalier avec rampe ainsi qu'un ascenseur. Les professionnels soignants et éducatifs vivaient dans l'appréhension permanente de la survenue d'une chute. Un changement au rez-de-chaussée a été proposé, mais Maud persistait à vouloir rejoindre son ancienne chambre par les escaliers. La réflexion et l'étude du bénéfice-risque, aller venir librement versus protection de la personne, a abouti dans une première décision, celle entre guillemets d'enfermer Maud dans sa chambre lorsqu'aucune surveillance n'était possible, d'autant plus que ses déambulations et son état d'agitation venaient perturber la vie en collectivité des autres résidents. Ainsi, certains par mimétisme se mettaient à crier,
d'autres développaient des réactions psychosomatiques, eczéma, en lien avec l'ambiance de l'unité de vie, empreinte d'un niveau de stress sonore majeur. Le personnel comme les résidents subissant la situation, stress, épuisement psychique. Un sursaut de conscience a permis à l'équipe de revisiter cette décision en venant questionner les dérives éventuelles de cette privation de liberté. En effet, progressivement, le constat fut fait que Maud passait de plus en plus de temps cloîtrée dans sa chambre, par peur d'une chute à venir, chute jamais d'ailleurs survenue à ce jour, ou pour permettre aux autres résidents une vie plus paisible, moins sonore. Jusqu'où allons-nous, diront certains professionnels? De quel droit, au nom du tout sécuritaire, pouvons-nous ou pas limiter les déplacements d'une personne, car celle-ci importune le bien-être de la collectivité au détriment de celui de la résidente? En pleine mutation institutionnelle, un travail de réflexion a été fait avec des professionnels autour des droits des résidents, permettant de repenser à la demande des équipes, justement, l'accompagnement de cette résidente. Certains professionnels étaient mal à l'aise avec la décision initiale prise, considérant qu'ils se sentaient maltraitants, coupables, et donc que le dilemme autonomie versus bienveillance pouvait aussi entrer en conflit avec le principe de non-malfaisance. Une nouvelle décision fut prise, celle de lever totalement les mesures d'isolement de cette résidente. Ainsi, depuis 1 an, elle circule librement dans l'établissement et emprunte les escaliers de manière adaptée à sa convenance, sans aucune incidence notable, au plus grand soulagement de l'équipe. Face à l'inadaptation architecturale de la structure et les appréhensions des équipes, une demande de réorientation fut instruite auprès de la MDPH. Long mois d'espoir, d'attente, suivi d'une désillusion. Toutefois, un débat persiste concernant la place des personnes en situation de handicap présentant de manière précoce des pathologies spécifiques du vieillissement. Si on se réfère à sa qualité de vie, n'est-il pas préférable d'éviter une nouvelle rupture institutionnelle, d'autant plus que l'équipe la connaît et que malgré l'apparition de signes de déclin, l'établissement ne cesse de lui procurer un accompagnement suffisamment bienveillant en dégageant des énergies adaptatives comme le préconise le psychiatre Gabaye, en lien avec une éthique de la sollicitude. Par ailleurs, les autres résidents font preuve d'une certaine tolérance vis-à-vis d'elle, même si parfois ils semblent subir la situation. Nous pourrons nous questionner en effet sur l'accueil de cette jeune fille dans un établissement pour personnes âgées. En effet, souvent et de manière réciproque, les professionnels du handicap et de la gériatrie se sentent démunis auprès d'une personne en situation de handicap et plus particulièrement vieillissante. Comment comprendre ce mal-être alors que les fondements de la relation d'aide et de nursing sont davantage communs, voire quasi universels, quelle que soit la pathologie, l'âge ou la dépendance de la personne? Si la littérature met en avant que la cohabitation personnes âgées, personnes en situation de handicap est source de conflits en raison de besoins spécifiques et des écarts d'âge, peut-on pour autant accepter que les établissements médico-sociaux du champ du handicap puissent maintenir au sein d'un même lieu de vie des tranches d'âge très disparates, induisant une cohabitation complexe, sans moyens humains supplémentaires surtout, ni formation sur le grand âge adapté aux spécificités du handicap? Ne pourrait-on concevoir des passerelles de transmission de savoir entre le champ du handicap et celui de la gériatrie à l'effigie des UPHV existantes, même si actuellement l'agrément des UPHV répond davantage aux situations des travailleurs sortant d'ESAT ou de foyers de vie et ne coïncide pas réellement avec les situations décrites. N'existerait-il pas la nécessité d'ouvrir aussi des UPHV davantage spécifiques, alliant l'expérience des UPHV actuelles avec celle des unités protégées, voire des UHR, en incluant peut-être des parcours de déambulation sécurisés? C'est que des questionnements. Hein. Ou ne faudrait-il pas tout simplement permettre aux EAM d'avoir des locaux adaptés au vieillissement des personnes âgées, si on considère qu'ils ont toute leur place dans un tel établissement, et ceci jusqu'au dernier souffle de la vie? Mais avec une condition dans ce cas, celui d'un renforcement des moyens tant architecturaux qu'humains, dont la présence peut être d'assistants en soins gérontologiques, qui seraient le pendant de ceux des éducateurs spécialisés présents en UPHV. Alors UPHV attenant une EHPAD ou un EAM, je ne sais pas, la question est peut-être ouverte. D'autres tensions éthiques ont été aussi soulevées par le maintien de Maud dans l'institution. Celle de la prise en charge médicale avec des questionnements sur la perte de chance possible dans l'évaluation de la douleur ou l'accès aux soins.
L'expression et l'évaluation de la douleur, rendue complexe par le handicap mental, vient questionner aussi les thérapeutiques proposées. L'ajustement pharmacologique, variant d'une semaine à l'autre, d'un médecin à l'autre, vient heurter le ressenti des équipes qui perçoivent ces changements thérapeutiques comme des pratiques d'apprenti sorcier. La personne en situation de handicap peut apparaître comme un cobaye au vu d'une pseudo-continuité, discontinuité des soins, par défaut de médecins coordinateurs parfois dans certaines institutions. De même, l'accès aux soins, y compris aux urgences, est complexe. Si selon Philippe Gardou, aucune vie n'est minuscule, l'expérience de terrain montre souvent qu'une personne en situation de handicap vieillissante est victime d'un tri à son insu. Ici aussi, l'agisme joue en défaveur d'une prise en soin juste et équitable, souvent récusée en chirurgie, en cancérologie, et laissant aux équipes le sentiment d'une santé à deux vitesses. Personne malade comme tout citoyen et la personne en situation de handicap, comme s'ils n'avaient pas les mêmes droits, les mêmes accès aux soins. Est-ce bien équitable? Et quid de la fin de vie? Quel lieu, quelle place pour les personnes handicapées vieillissantes? Par expérience, pour les professionnels éducatifs et de la vie quotidienne travaillant dans le secteur médico-social, la question de la fin de vie et de la mort vient impacter leurs valeurs et idéaux professionnels, basés sur l'autonomie, le développement des acquis. Un foyer de vie, un EAM, peut-il ou doit-il être le lieu de l'accompagnement des personnes en fin de vie, alors que l'établissement dispose finalement de très peu de moyens médicalisés, absence d'IDE, difficulté de faire intervenir l'HAD? Ou bien relève-t-elle d'une admission dans un service hospitalier tel que les lits identifiés soins palliatifs, mais alors avec le désagrément de ne plus être avec ses proches, ses pairs, et de finir ses jours dans une atmosphère, entre guillemets, plutôt aseptisée, au risque de provoquer un sentiment d'échec à l'équipe d'accompagnement, le ressenti d'un deuil non accompli, d'un vol de l'accompagnement jusqu'au bout, pourtant possible avec une amélioration des moyens humains en EAM. En conclusion, je dirais que si la question des personnes handicapées vieillissantes n'est pas récente, elle est récurrente au contraire, la prise en considération effective des personnes handicapées vieillissantes devient non pas seulement un besoin, mais une nécessité absolue et réelle, en mettant au travail effectivement le clivage sociétal, handicap, gérontologie existant depuis de nombreuses années. Voilà, je vais laisser la parole au professeur Gilles. Merci. Nous vous remercions tous. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Alors, c'était extrêmement riche et de voir ces deux situations, à la fois une situation en EHPAD d'une personne handicapée et une situation en structure accueillant des personnes handicapées avec une pathologie du vieillissement. Et puis vous l'avez présenté avec beaucoup de complémentarité, beaucoup de richesse. Donc merci beaucoup. Je pense que tout le monde a bu vos paroles parce qu'il y a eu assez peu de personnes qui se sont manifestées dans le chat. Je relais quand même les propos de Patricia Fiacre qui travaille au CREAI de Nouvelle-Aquitaine et qui partage l'intérêt des connaissances entre les secteurs. Dans le cas de Maud, les apports des structures dédiées aux troubles du spectre de l'autisme, notamment sur les problématiques de la sensorialité et les pratiques éprouvées pour éviter les comportements des filles. Donc voilà, c'était un apport. Je pense que vous avez déjà balayé énormément de réflexions, de concepts. Donc, je vais laisser pour le petit quart d'heure qui nous reste la parole au professeur Gilles, qui a certainement également beaucoup de choses à nous dire. Monsieur Gilles. Bien, merci d'abord à l'équipe de Charente, à l'équipe de Choc, qui a tenu le temps, un temps contraint, en donnant un concentré de réflexion éthique sur ce sujet capital et aussi très, très original. Alors c'est vrai que,
la réflexion éthique, elle a à affronter des tensions ou à affronter des dilemmes pour tenter de trouver non pas des solutions, comme on le pense très souvent, mais plutôt des compromis. C'est-à-dire jusqu'où peut-on aller dans l'atteinte à la liberté, jusqu'où peut-on aller pour promouvoir la sécurité. Je crois évidemment que si la réponse était simple, il n'y aurait pas lieu d'y y avoir ni de structure éthique, ni de réflexion éthique. Il suffirait de choisir entre deux solutions, de comportements opposés pour essayer de faire jaillir du mieux-être. Mais hélas, la réalité est têtue et la société aussi. Parce qu'on a l'impression effectivement que plus la société bâtit des informations, plus par ces informations même, elle montre effectivement l'impossible réalité. Oui, c'est bien, comme l'a dit Florence Cassereau, de reconnaître. Mais reconnaître, c'est déjà admettre. C'est déjà admettre une difficulté insurmontable. Qu'est-ce que la liberté d'aller et venir vient-elle déjà faire dans un lieu clos et qui, par son existence même, est une négation douloureuse, nécessaire, bien sûr, mais douloureuse de liberté. Et puis alors ensuite, que vient-elle faire quand à l'intérieur déjà de ce lieu clos, il faut recourir à des normes. Oui, parce que notre société, elle est par nature même normative. Comment faire autrement, d'ailleurs, quand on ne doit traiter que du général et non pas du singulier, qui est le propre des comportements éthiques. Alors les normes, elles ne manquent pas, et il faut se méfier aussi dans les normes de ces seuils qui les accompagnent. Ces seuils arbitraires avec la définition de la vieillesse à partir d'un seuil déterminé arbitrairement, inadapté aux situations singulières. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec l'espérance de vie, un seuil pour le vieillissement à 60 et 65 ans? Quant à la personne en situation de handicap, qui est en fait la personne handicapée, car plus on parle de situation, plus ceci témoigne de nos difficultés à nous adapter aux situations propres qui entretiennent, génèrent, amplifient le handicap. Là encore, qu'est-ce qu'une personne handicapée? Celle qui a fait une demande pour avoir une vignette sur son automobile, celle qui a, je ne sais pas, ce pourcentage que je n'ai jamais compris de 80%, par rapport à quoi? Quel est l'idéal? J'envie un peu les experts et qui, bien sûr, doivent faire des réponses, et j'ai dû en faire moi-même dans ma vie professionnelle, mais je tremble à cette perspective. Qu'est-ce que ça veut dire, un pourcentage? Pouvons-nous le faire? Comment osons-nous même le faire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut le faire en ayant conscience de ses limites, de ses insuffisances, de cette incapacité d'atteindre un impossible idéal, et donc forcément de nous rabattre dans un moins mal possible. Oui, voilà, le moins mal possible, est-ce que c'est pas finalement le cœur aujourd'hui de la réalité de l'exercice éthique? Nous aimerions bien sûr que ces personnes handicapées vieillissantes ne fussent pas en institution, mais elles y sont. Nous préférerions bien sûr que ces personnes handicapées vieillissantes franchissent les portes de ces établissements, mais peut-être ne le peuvent-elles pas, et sans doute alors, si elles le faisaient, on parlerait de fugue,
on alerterait évidemment les autorités et puis on dirait, voyez-vous, malheureux accident, cette personne s'est fait renverser par défaut de surveillance. Alors ce terme a de quoi faire frémir, bien sûr, et je comprends que nous soyons contraints de l'utiliser. Mais quelle responsabilité terrible fait-il porter sur les personnels des établissements médico-sociaux? Parce qu'au fond, tout est là, bien entendu. Le juge souverain va ensuite avoir à décider s'il y a un défaut de surveillance. Et alors là, nous rentrons bien sûr dans un aspect particulier d'une éthique sociale que les managers, enfin, oui, parce qu'il y en a qui se prétendent managers, appellent les FOH, vous savez, ce terme, les facteurs organisationnels et humains. Comme il est facile dans une institution avec ses ressources qui font ce qu'elles peuvent, avec ses personnels qui composent, avec une temporalité difficile, évidemment, de tout à coup se trouver piégé par ce concept. Et évidemment, on l'a vu pendant le Covid, combien il était plus réconfortant d'être intransigeant que d'être ouvert aux réalités de chacun. Parce que l'intransigeance va témoigner d'une conduite qui du coup peut apparaître comme exemplaire, alors que derrière gémissent des souffrances inaudibles. Oui, je me souviens de la pandémie et d'affirmation. Dans notre EHPAD, il n'y a pas eu de cas de Covid. Alors, cela voulait-il dire qu'il fallait une médaille à cette EHPAD? Et cela voulait-il dire que les autres EHPAD fussent coupables? Dans notre EHPAD, il n'y a pas fugue. Alors, faut-il dire qu'il faut une médaille à ceux qui n'ont pas de fugue et puis montrer du doigt ceux qui permettent des fugues? Je pense que, oui, notre société, elle a besoin d'un regard nouveau, adapté aux circonstances, consciente de ses insuffisances, prompte à ne pas faire des recommandations qui sont vécues, hélas, de manière servile, comme une espèce de protection contre, finalement, des destins qui nous échappent. Oui, un jour, quelqu'un fuguera, même avec toute la meilleure volonté qu'on a mise pour organiser, mais il y aura bien sûr derrière cette suspicion qui traînera. Je crois que l'éthique, et je le dis souvent, mais je peux dire qu'avec le temps, j'en suis de plus en plus convaincu, l'éthique, son cœur, c'est l'insatisfaction et l'humilité. Et je crois que toute procédure, et il faut le dire à ces toutes jeunes structures éthiques qui naissent un peu partout, surtout, dites-vous que votre destin, c'est de souffrir. Voilà. Et je pense que notre sensibilité éthique, elle s'évalue à l'aune de cette souffrance que nous pouvons ressentir en nous-mêmes. Souffrance de notre incomplétude, souffrance de notre incapacité profonde à comprendre l'autre, mais aussi certitude que nous faisons tout ce qui est possible, que nous essayons timidement. Mais ces retours éthiques satisfaits sont une blessure même dans l'éthique. Et on tente aujourd'hui à promouvoir d'impossibles chartes qui disent toutes les mêmes choses. Je me méfie des chartes, car il est si facile d'être d'accord sur des chartes. Ce qui me concerne avant tout, c'est toi, personne handicapée, toi, ma sœur, toi, mon frère, toi pour lequel je serai toujours redevable de quelque chose, car comme disait Lévinas, je suis responsable de toi et moi plus que tout autre. Merci à
à vous quatre. C'est un bonheur de vous avoir entendu et surtout un bonheur de voir comme ça la pensée éthique exister, fleurir un peu partout. Vous ouvrez le chemin d'une éthique nouvelle, celle qui n'est pas concentrée dans des structures nationales, internationales qui prétendent nous enseigner. Non, l'éthique, elle est dans le quotidien des jours et dans ces réalités que le vent emporte à nos portes chaque jour de notre vie. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. On va mettre un terme à ce web éthique. On a tenu donc la petite heure prévue. Donc merci encore à toutes les quatre et bonne fin de journée à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. revoir. Et merci. Merci à vous.